donc je vais céder la parole à Caroline. Caroline, qui est donc docteur en biologie, spécialiste de la microbiologie, donc microbiologiste, et sans doute parmi les rares praticiennes, on va dire, concrètes du biomimétisme sur des projets très concrets, notamment liés aux micro-organismes, dont elle va nous parler ce soir. Donc Caroline, je te laisse la parole, et je te remercie beaucoup parce que Caroline vient depuis Bruxelles spécialement pour nous parler ce soir. Donc voilà, merci beaucoup et à toi l'honneur. Merci Kalina. Ok, donc bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence. Donc voilà, l'association a décidé de faire une édition spéciale Salbet. Et moi, j'ai décidé de me concentrer sur les bactéries puisque c'est vraiment ma formation. Donc biologiste, mais une spécialité en bactériologie. Et donc le but de la soirée, c'est un petit peu de se réconcilier avec ces organismes, de faire la paix. Et d'en savoir un petit peu plus. Donc le domaine est assez vaste, donc je vais survoler pas mal de choses. Alors tout de suite, la microbiologie, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on quand on parle de microbes? Il s'agit d'organismes de très petite taille et qui nécessitent d'être observés au microscope. Donc comme on va le voir, la microbiologie, c'est une science pluridisciplinaire. Et quand on parle de microbiologie, on parle de beaucoup de sales bêtes. Donc on inclut les protozoaires, on n'en parlera pas ce soir. On inclut les algues, on n'en parlera pas non plus ce soir. Les champignons, c'est pas non plus le thème de la soirée. Les virus non plus. Alors bon, je passe juste un petit peu plus de temps sur les virus pour vous montrer ici des virus qu'on appelle bactériophages qui infectent les bactéries. Donc on n'est pas les seuls à être touchés par les virus. J'aime beaucoup cette image parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des sortes d'ovnis qui attaquent la surface de la cellule et, comme on le voit ici, qui commencent à insérer leur matériel génétique dans la bactérie. Donc voilà, un peu effrayant. Mais ce soir, on va parler, donc, comme je vous l'ai dit, de bactéries. Et donc ici, j'ai mis Escherichia coli, donc c'est le rat de laboratoire de tout biologiste, de tout chercheur qui travaille dans un laboratoire de biologie moléculaire. Alors voilà une échelle de temps de tout ce qui est découverte de la microbiologie, donc c'est une échelle très très relative. C'était juste pour mentionner qu'avant qu'on comprenne ce que sont les micro-organismes, toutes les maladies causées par les micro-organismes étaient interprétées comme étant des châtiments divins, puisqu'on ne savait pas vraiment les expliquer. Nos ancêtres ont connu des épidémies. Donc voilà, à partir du moment où, aux Pays-Bas, les premiers micro-organismes ont été observés. Donc il s'agit de Anthony van Leeuwenhoek. C'est à la base un drapier qui était très curieux et qui a commencé à développer des microscopes pour pouvoir observer notamment les mailles de ces tissus. Et il a fini par observer beaucoup de choses. Et c'est le premier à avoir observé des bactéries avec son microscope très très simple. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert un tout nouvel univers, en fait, qui n'était pas visible à l'œil nu. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas pour autant fait le lien entre les maladies et les micro-organismes. Et depuis l'Antiquité, on pensait que ces maladies étaient dues à des miasmes, à des humeurs. On ne comprenait pas du tout le caractère infectieux de ces types de maladies. Donc à partir de ce moment-là, à partir de l'observation des micro-organismes, beaucoup de gens se sont demandé d'où ces organismes venaient. S'agissait-il de génération spontanée? S'agissait-il de biogénèse? Beaucoup de scientifiques se sont battus sur ce terrain-là qu'on a appelé la guerre des bouillons, qui a été finalement stoppée par Pasteur, qui a réussi à mettre en place des protocoles précis pour permettre de mettre en évidence la biogénèse. Donc là, j'ai mis... il y a beaucoup de personnes qui ont bien sûr participé à agrandir les connaissances en microbiologie. Je souhaitais parler de Pasteur, de Robert Koch et de Joseph Lister, des contemporains dans des pays qui n'étaient pas forcément en bons termes à l'époque,
mais tous trois ont participé à faire de grandes avancées dans tout ce qui est microbiologie médicale. Pasteur, bien sûr, qui est connu pour la découverte de la fermentation lactique et a fait le lien avec les bactéries. Joseph Lister, qui a été le premier à mettre en place des protocoles d'antiseptie pour opérer les patients. Et bien sûr, Robert Koch, qui a identifié beaucoup de micro-organismes. Il a identifié le bacille de la tuberculose, mis en place des postulats très précis de mise en évidence du caractère infectieux de certains agents. Voilà. Donc, et maintenant, nous nous retrouvons dans l'ère de la biologie moléculaire, où ce fameux Escherichia coli que je vous ai montré précédemment est utilisé comme rat de laboratoire pour étudier l'expression des gènes et bien d'autres choses encore. Donc voilà, une bactérie, rapidement, donc je vous ai mis un petit schéma. Une bactérie, c'est une cellule prokaryote qui ne contient pas de noyau, donc son matériel génétique est juste empaqueté sous forme de pelote à l'intérieur de la cellule. Et donc un prokaryote est un organisme unicellulaire, donc c'est la plus petite unité vivante possible. Pendant longtemps, on a cru que justement les prokaryotes, organismes unicellulaires, vivaient à l'état de cellules uniques, n'étaient pas très intéressants par rapport aux organismes que nous sommes. Et plus récemment, on s'est rendu compte en fait que ces organismes pouvaient s'associer entre eux pour former un super-organisme. Donc je vous ai mis ici un schéma de formation de ce qu'on appelle un biofilm. Donc c'est un processus coordonné où des cellules s'organisent ensemble, forment des microcolonies et grossissent pour former un super-organisme. Donc moi j'ai travaillé sur ce thème-là durant ma thèse, sur un organisme qui est très important chez les patients mucoviscideux, où les phénomènes de formation de biofilms dans les poumons sont très problématiques chez ces patients. Donc voilà, une bactérie peut à la fois avoir une vie de nomade à l'état unicellulaire, mais aussi un mode de vie très sédentaire dans le biofilm. Il se trouve que dans ce biofilm, il se passe beaucoup de choses. Les bactéries sont capables de communiquer entre elles, c'est ce qu'on appelle le quorum sensing. Elles synthétisent des molécules qui font office de langage. Donc, dans le biofilm, chaque bactérie est capable de comprendre ce qui se passe dans son environnement et de réagir en conséquence. Il se trouve que le quorum sensing est très important pour coordonner le comportement de toutes les bactéries et ce mécanisme est très important pour la mise en place de la virulence quand il s'agit de bactéries pathogènes, mais aussi dans l'environnement. Ici, j'ai voulu mettre en avant les phénomènes de bioluminescence qui sont causés par certaines bactéries notamment. Et cette bioluminescence est mise en place par le biais du quorum sensing, est utile aussi dans le cas de symbiose, puisque le calamar que vous voyez ici utilise ces bactéries pour être visible la nuit, ou plutôt invisible par rapport à ses proies, puisqu'il imite la lune pardon. C'est quoi le quorum sensing ? Le quorum sensing, c'est un mode de communication. Donc, chaque bactérie va synthétiser une molécule qui fera office de langage. À partir d'une certaine quantité de molécules, on se retrouve à une concentration particulière qui va déclencher une réponse. Donc, pour des bactéries, c'est plutôt une adaptation au niveau de ces gènes et des comportements qu'elle va devoir adopter. Donc, quorum sensing, ça vient d'un langage de juriste à la base. Quand on a un quorum, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur une décision. Donc ici, c'est un peu la même chose. À partir du moment où on a suffisamment d'un signal, on peut décider de passer à une étape suivante. Excusez-moi, si vous pouvez réexpliquer le biofilm, je n'ai pas compris. Donc le biofilm, c'est lorsque plusieurs bactéries se mettent ensemble et vivent dans un même endroit. C'est une communauté de bactéries en fait. Et pourquoi on a appelé ça biofilm ? Enfin, les mots, ils viennent, le langage qu'on choisit, il vient d'où ?
parce que quand on regarde un biofilm, alors ça c'est visible à l'œil nu, et je vais le montrer dans la prochaine image, on se retrouve avec un tapis de bactéries. Donc c'est un film on se retrouve avec beaucoup de bactéries sur une même surface. Donc le mot film. Oui, ça se voit à l'œil nu. Donc ici c'est ce que je souhaite montrer au niveau environnemental. On a des tapis de bactéries. Si on prend la peine de regarder, on peut en trouver très très facilement. Donc bon, là j'ai pris l'exemple des bactéries du parc de Yellowstone aux États-Unis. Finalement, toutes ces photos qu'on connaît avec toutes ces couleurs vives, il s'agit de tapis de bactéries vivant en communauté. Donc là, le point important, c'est que ces bactéries, comme le disait Kalina tout à l'heure, elles sont capables de coloniser tous les habitats. Elles sont adaptées à leur habitat et selon où elles se trouvent, elles vont apprécier se trouver dans un environnement qui ne sera pas du tout favorable à notre survie. Donc à des très très hautes températures, à des conditions de salinité extrêmes, et ainsi de suite. Et donc par exemple ici à Yellowstone, on voit que ces bactéries sont ravies de vivre dans un bassin où la température est très élevée. Voilà. Peut-être qu'on le voit un peu moins, mais ici aussi il s'agit d'un tapis de bactéries. Au point de vue d'autres habitats très importants, on se retrouve ici au fond des océans, où on croyait que la vie n'existait absolument pas. Il se trouve que ça n'est pas du tout le cas. Bien que les rayons du soleil ne soient plus du tout captables à ces profondeurs, on retrouve beaucoup de vie. Et cela est dû à l'action des bactéries chémo-autotrophes, qui sont capables de récupérer le soufre de sources hydrothermales abyssales, et qui sont à la source de toute la chaîne alimentaire des espèces qu'on trouve à cet endroit. Donc par exemple ici on voit des vers tubicoles géants. Ces vers survivent uniquement grâce à la présence de bactéries en leur sein. Donc il s'agit d'une symbiose. Ce sont les bactéries qui leur permettent de récupérer une source de carbone pour pouvoir se reproduire et vivre. Donc voilà, donc les bactéries colonisent tous les habitats. Ils jouent un rôle crucial dans le cycle biogéochimique des éléments essentiels à la vie, notamment le carbone, le soufre, le calcium, l'azote et le phosphore. Donc les bactéries sont très très importantes à notre survie. Donc qu'est-ce qu'on leur doit vraiment ? Eh bien non. Mais tout d'abord la vie sur Terre, en fait. Donc ici est représentée finalement toute l'histoire de la Terre depuis sa formation jusqu'à nos jours. Donc on en le voit ici, les premiers habitants de la Terre, les premiers terriens, c'était des organismes unicellulaires, des prokaryotes, des bactéries. Jusqu'à un certain moment où des bactéries appelées cyanobactéries ont chamboulé finalement la vie sur Terre. Elles étaient capables de travailler avec l'énergie solaire, mais étaient très polluantes parce qu'elles rejetaient beaucoup d'oxygène. Donc ça a créé un cataclysme assez important, ça a tué beaucoup d'espèces à ce moment-là, mais ce sont ces bactéries qui ont permis d'amener les conditions favorables à notre vie à nous. Voilà, donc ici un exemple de cyanobactéries. Et des marques qu'elles ont laissées sur notre planète à certains endroits. Donc il s'agit ici de stromatolites. Ce sont des tapis de cyanobactéries qui se sont accumulés et qui ont minéralisé. Et donc vous voyez que beaucoup plus tard, les eucaryotes, dont nous faisons partie, sont arrivés. C'était toujours des organismes unicellulaires et beaucoup plus tard, les animaux sont arrivés. Je pense que nous trouvons, notre naissance se trouve à peu près ici. Voilà, alors l'autre importance des bactéries, depuis l'aube de l'humanité, les bactéries nous ont beaucoup accompagnés dans la façon dont nous nous sommes alimentés, puisqu'on répertorie plus de 3500 façons de faire fermenter les aliments.
Donc ici rapidement les différentes tendances selon les endroits du globe. On voit qu'en Europe on a surtout utilisé les bactéries pour créer du fromage, du pain, la choucroute, la viande, tandis qu'en Asie il s'agissait plutôt de la fermentation du soja pour le rendre apte à la consommation, la fermentation du thé, ou bien du manioc, du cacao et du café. Donc ce sont des procédés qui sont toujours utilisés de nos jours pour consommer ces aliments. Donc l'importance, justement, le rôle de cette fermentation par les bactéries, c'est de pouvoir conserver, d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et éventuellement d'enlever les composés toxiques qu'ils peuvent comporter, tels que le soja. Donc pour info, si vous ne le saviez pas déjà, le soja doit se manger fermenté, sinon il est toxique. Voilà. Donc oui, un petit recadrage en fait, est plus centré sur l'humain. J'ai déjà parlé de relations symbiotiques dans le fond des océans. Il se trouve que nous portons des micro-organismes sur notre peau, en nous et en très très grand nombre. Voilà, donc tous ces organismes, toutes ces bactéries que nous comportons, nous les appelons le microbiote. Et ce microbiote varie en espèces selon qu'il se trouve au niveau de la bouche, dans les intestins, sur la peau, dans différentes parties du corps. Donc nous hébergeons des bactéries constamment. Donc ça va plus loin que ça en fait. Il y a des petits décalages. Ici, il s'agit de considérer les ordres de grandeur et de savoir qui nous sommes. Donc là, c'est un rapport de nombre de cellules, 10 puissance 15 et 10 puissance 14. Donc à votre avis, en nombre de cellules, quels sont le nombre de bactéries, quel est le nombre de bactéries que nous hébergeons et quel est le nombre de cellules qui nous sont propres? Qui est à qui en fait entre 10 puissance 15 et 10 puissance 14? Il y a beaucoup de bactéries. On a plus, effectivement, donc on a plus de bactéries que de cellules qui nous sont propres. Donc 10 puissance 15 bactéries contre 10 puissance 14 cellules dans notre corps. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie qu'en nombre, 80% des cellules que nous portons tous les jours sont bactériennes et seulement 10% sont des cellules humaines, sont nos cellules. Et pour aller plus loin, en termes de gènes, ça veut dire que la majorité des gènes que nous portons tous les jours, 99% d'entre eux sont des gènes de bactéries contre 1% de gènes qui nous sont propres, qui proviennent de nos chromosomes. Donc voilà, quand je mets question identitaire, finalement, est-ce qu'on ne serait pas peut-être un peu plus des bactéries que des humains? Enfin, voilà. Et finalement, ce nombre de bactéries, ça correspond entre 1 à 2 kilos de notre poids, qui correspond au poids des bactéries. Elles sont principalement logées dans nos intestins. Voilà, donc pour continuer sur le corps humain, sur notre santé, le microbiote est très très important pour notre survie. Donc ça, vous le savez peut-être déjà, il facilite notre digestion. Les bactéries de notre intestin, de notre appareil digestif sont très importantes pour la synthèse de vitamines que j'ai listées ici. Une chose très importante, c'est que ces bactéries entraînent notre système immunitaire depuis la naissance et sont capables de le moduler. Donc, si on essaie dans un environnement complètement stérile, notre système immunitaire ne pourrait pas fonctionner efficacement face à des organismes pathogènes notamment. Donc, il faut savoir que le microbiote, c'est vraiment une flore commensale qui est importante à notre santé. Voilà, donc protection des pathogènes et finalement, sans les bactéries, on aurait du mal à rester en vie très très longtemps puisqu'on ne saurait pas se défendre efficacement contre les pathogènes. Donc là, en exemple, ce qu'ils ont appelé la brigade de surface. C'était un article qui était publié dans une grande revue scientifique, dans Nature,
où ils ont recensé finalement tout le microbiome au niveau de la surface du corps. Et ils se sont rendus compte que les différentes espèces, qu'il y avait des variations en fonction des zones du corps et du degré d'humidité de ces zones. Voilà. On pourrait faire la même chose avec les différents microbiomes des intestins, ces différentes parties dans la bouche, et ainsi de suite. Je continue sur santé et immunité finalement, où beaucoup de parallèles sont en train d'être faits sur certaines maladies, les grands maux du XXIe siècle, et la santé de notre microbiote. Donc il suffit d'un déséquilibre dans notre environnement. Alors ça peut être dû soit à des pollutions, soit à notre mode d'alimentation. Si on mange principalement de la nourriture transformée, si on mange beaucoup de sucre raffiné, et ainsi de suite. Pareil pour les graisses. Si on vit dans un environnement beaucoup trop stérile, c'est ce que je veux dire par hygiénisme, si on consomme beaucoup trop d'antimicrobiens tels que des antibiotiques, ou qu'on essaye d'utiliser des antiseptiques à excès, notamment sur ces fameuses lotions pour se laver les mains, et ainsi de suite, ça provoque des déséquilibres dans notre flore commensale, dans notre microbiote, qui finalement ne sera plus apte à faire office de barrière et de défense par rapport à d'autres pathogènes. Et il se trouve que plusieurs études ont démontré que des déséquilibres dans notre mode de vie déséquilibrent le microbiote de telle sorte que tout un panel de maladies peuvent voir le jour. Donc, le microbiote n'est pas nécessairement à la source de ces maladies, mais il en fait partie. Donc un déséquilibre au niveau de sa flore commensale peut créer de l'asthme, des allergies, des inflammations chroniques. Il est aussi impliqué dans les phénomènes d'obésité et de diabète, et peut-être même de l'autisme. Et c'est sûr pour le psoriasis, parce que c'est sûr. Oui, il a été observé en fait que sur des patients sains et des patients atteints de psoriasis, la flore commensale était tout à fait différente. Et c'était très, très clair. Donc il y a un rôle à jouer. De quelle façon, on ne sait pas encore exactement parce que c'est assez complexe, mais il y a beaucoup de dialogue entre la flore commensale, notre système immunitaire et la façon dont on va réagir par rapport à des stress extérieurs. Et au niveau de l'alimentation transformée, comment est-ce que ça impacte la flore, les bactéries? Disons qu'on a coévolué depuis qu'on existe avec ces micro-organismes, et je crois que tels que nous, ils n'apprécient pas trop, ils ont pas vraiment été formés à digérer des aliments, par exemple des acides gras hydrogénés transformés à outrance, des molécules issues de la pétrochimie, qui sont capables de les gérer, mais finalement c'est pas dans leur intérêt. Ils fonctionnent pas non plus de façon optimale. Du coup, ça les impacte et ça nous impacte réciproquement en fait. Il y a beaucoup de dialogue entre le microbiote et nous-mêmes. On a les mêmes molécules de communication, il semblerait. Donc il y a beaucoup d'échanges. Donc ce qui est mauvais pour nous sera mauvais pour le microbiote. Donc une fois de plus, les histoires de 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi important pour le microbiote. Voilà. Donc vous ne le faites pas uniquement pour vous. Est-ce que tu sais s'il y a des liens qui ont été établis entre le système neuronal qu'on a dans l'intestin et le système de microbiote, et notamment en lien avec toutes les maladies qui sont censées être de type cérébral? Oui. Oui. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais alors par rapport à l'intestin, on dit que les intestins, c'est le second cerveau du corps, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de connexions neuronales après le cerveau. Donc non. Donc voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de bactéries qui sont concentrées. On sait qu'il y a beaucoup de communication entre la flore intestinale et tous ces neurones. Donc d'une certaine manière, il y a un impact. La façon dont le microbiote se comporte, s'il est déséquilibré, ça va avoir un impact sur l'intestin.
et de même que par rapport au cerveau, je crois que j'ai vu passer une étude qui démontrait qu'on pouvait identifier les signes avant-coureurs d'Alzheimer par rapport à la signature ou le type d'espèce de bactéries qu'on portait, parce qu'ils changeaient aussi en fonction de ce type de maladie. Donc on ne sait pas si c'est les bactéries qui vont provoquer une prédisposition pour Alzheimer, mais il y a un parallèle en tous les cas. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, j'invente un peu, des thérapies en introduisant des bactéries qui pourraient soigner des maladies, qui pourraient améliorer des situations, qui pourraient digérer des produits pétroliers qu'on mange maintenant mais qu'on ne devrait pas? On peut l'imaginer, mais c'est vrai que c'est assez complexe. Vous avez sûrement entendu parler des probiotiques et des prébiotiques. Donc, c'est une façon de faire passer des organismes dans son corps pour le protéger des pathogènes. Mais c'est encore... on ne va pas dire que c'est pas vraiment encore une science exacte parce qu'on ne maîtrise pas vraiment tous les facteurs qui rentrent en compte dans ce type d'interaction. Mais en effet, si on arrive à agir sur sa flore commensale, on aura forcément un impact sur notre santé. Voilà, et avant de parler peut-être un petit peu de biomimétisme et d'enjeux environnementaux, j'ai fait un rapide historique de la microbiologie. Je fais le point maintenant au XXIe siècle, notamment au niveau de la bactériologie. Alors, c'est un domaine où on étudie beaucoup les molécules que les bactéries synthétisent. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et on teste leurs propriétés. Leur capacité à, par exemple, à être les nouveaux antibiotiques de demain, des molécules qu'on pourrait intégrer dans tout ce qui est cosmétologie ou tout type de traitement. Donc c'est un champ qui est en train de se développer énormément. Un second champ qui se développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la métagénomique. Donc c'est l'étude des gènes et des génomes. Ça permet de récupérer un grand nombre d'informations. Là, l'exemple que j'ai mis, c'est de l'écologie microbienne où finalement, par rapport au profil, aux gènes qu'on retrouve dans certains environnements, on peut savoir finalement quelles espèces se trouvent à tel endroit, comment les espèces interagissent entre elles et commencer à comprendre les interactions entre les espèces dans des environnements naturels, dans nos intestins, comprendre comment fonctionne cette flore. Et puis aussi, il fallait que je mentionne la biologie de synthèse. Là, on parle de manipulation génétique. Qu'on soit pour ou contre, mais c'est quelque chose qu'on est capable de faire et qui va continuer à se développer. Donc voilà ce que je voulais signifier en écrivant entre crainte, risque possible et libre accès au savoir. C'est vrai que la manipulation génétique fait peur. Je pense qu'elle fait d'autant plus peur que quand on n'est pas biologiste, quand on n'a pas travaillé dans ce domaine, on a du mal à se faire une idée de ce qui se passe. Moi j'ai été formée à ça. Je ne suis plus dans une université, je ne suis plus dans un laboratoire de recherche et je n'ai plus accès à ce matériel, je n'ai plus accès à ces connaissances. Les nouveautés scientifiques, les publications ne sont pas accessibles de façon gratuite. Donc quoi qu'il arrive, si on veut se renseigner, si on veut faire des choses, on n'y a pas accès. Donc c'est très embêtant, je trouve. Donc voilà, je voulais parler de la biologie de synthèse pour dire que si vous vous intéressez à ce domaine, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter des gens qui travaillent dans des endroits ouverts, qui mettent à disposition du matériel et qui vous apprennent à manipuler des micro-organismes, éventuellement travailler sur de l'ADN, voir si ça vous plaît, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et quand je parle de ces endroits, je nomme par exemple la Paillasse à Paris. Il y a quelques personnes de l'association qui sont actives aussi à cet endroit. Et d'une manière générale, c'est un mouvement qu'on appelle Do It Yourself en biologie. Donc il s'agit de personnes qui se révoltent sur le fait que tous ces savoirs ne sont pas accessibles au plus grand nombre. C'est finalement pas du tout démocratique et que des savoirs très puissants sont dans les mains d'un très petit nombre en fait.
Donc ces gens mettent en accès du matériel, vous permettent d'apprendre, de tester, de faire des expériences et de débattre en fait. Donc ce sont des chercheurs qui sont dans ces endroits. Oui, ce sont des gens qui ont des formations scientifiques. Quand on parle de bio-hackerspace en biologie, donc c'est des gens qui ont probablement des activités classiques, académiques, mais qui ont envie de transmettre leur savoir et de façon totalement ouverte. Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans le débat du pour ou contre de la biologie de synthèse, mais sachez que vous avez les moyens de mettre la main à la pâte, de débattre avec ces gens et finalement de pouvoir prendre au débat en toute connaissance de cause. Même si on est un citoyen lambda. Tout à fait, c'est justement pour ce type de personnes. Oui ? Est-ce qu'on peut dire que pour les bactéries, il y a des échanges de matériel génétique interspécifique déjà, naturellement? J'ai cru comprendre ça à mon niveau, je ne suis pas sûr de moi. Oui. Donc, parce que j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui est changement génétique, c'est pas la même chose si on change de niveau biologique. C'est-à-dire que entre, par exemple, une espèce d'animal, peut-être eucaryote, oui. il n'y aura pas vraiment beaucoup, naturellement, d'échanges génétiques entre différentes espèces, alors que les bactéries, ça semble être un peu la règle. Oui, c'est assez rapide. Bon, il est vrai qu'au niveau de recombinaison génétique, manipulation génétique, ça se fait de façon très naturelle au niveau des bactéries. Donc en soi, l'échange de gènes, c'est pas quelque chose d'interdit ou de mal, ça existe déjà dans la nature. Maintenant, la question éthique est de savoir si on a le droit d'intervenir dans l'évolution à la manière dont on le fait. Est-ce que la façon dont on le fera aura un impact sur la vie, puisque finalement le vivant favorise les conditions propices à la vie. Donc on peut peut-être continuer en faisant ce qu'on fait, en faisant de la biologie de synthèse, s'inscrire dans cette démarche, mais peut-être pas, on ne connaît pas du tout les impacts. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais soulever. Et bon, effectivement, je ne vais pas du tout parler de recombinaison génétique naturelle, mais c'est des choses qui ont lieu couramment. Voilà, donc se retrouve un petit peu plus près du biomimétisme quand même. C'est bientôt la fin de ma présentation. Donc là, rapidement, sur cette diapositive, c'était pour mettre en avant finalement tous les soucis qui nous entourent. Donc voilà, on se retrouve ici, on est dans la biosphère. L'économie, c'est une petite sous-activité de nos sociétés. Et finalement, on se retrouve avec pas mal de problèmes. Que ce soit dans les sols, dans l'air et dans les eaux, il y a une accumulation de beaucoup de molécules, de polluants qui posent un certain nombre de problèmes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont on s'alimente, les pollutions auxquelles on est exposé, ça influence notre microbiote. Mais il faut savoir que les bactéries peuvent aussi, dans une certaine manière, s'accommoder très bien de certains polluants. Et dans cette dernière partie, je voudrais montrer un petit peu que les bactéries pourraient nous rendre des services, apporter des solutions à des problèmes environnementaux. Et surtout aussi, avant de passer à de la biologie de synthèse et essayer de faire de l'engineering génétique avec les bactéries, on peut déjà apporter pas mal de solutions en utilisant les bactéries telles quelles et en travaillant avec des communautés sans vraiment intervenir de façon forte sur leurs gènes. Donc là, je prends le premier exemple de l'écologie microbienne et à quel point c'est important pour les sociétés de l'après-pétrole. Donc le contexte ici, c'est l'agriculture conventionnelle et ses baisses de rendement, l'utilisation de fertilisants. Oui. L'utilisation de fertilisants à outrance qui finalement ont un impact dévastateur sur les sols, les appauvrissent en nutriments, mais aussi changent complètement les équilibres microbiens qu'on retrouve dans les sols normalement. Donc là, on parle de bactéries, mais on peut parler aussi des champignons. Bref, les sols s'appauvrissent et perdent leur capacité à se générer, à faire pousser des cultures, à stocker du carbone. Voilà, il se trouve que ces dernières années, finalement, dans la guerre engrais de synthèse et micro-organismes, les micro-organismes ont perdu.
Et bon, compte tenu du fait que les engrais de synthèse issus de la pétrochimie ne seront pas là indéfiniment, il serait temps de se réintéresser aux micro-organismes, d'autant plus que l'étude des micro-organismes dans le domaine de l'agriculture, ils sont surtout étudiés en tant que problème, en tant qu'organismes qui détruisent les cultures, en tant que parasites, mais on ne s'est pas assez occupé de savoir comment fonctionnaient les micro-organismes dans les sols et comment ils participaient au processus de régénération des sols et d'accompagnement de l'agriculture. Donc voilà, ça c'est plutôt un appel pour dire qu'il faut se soucier de nouveau, faire plus de recherches et de tests pour comprendre ce qui se passe dans les sols, pour ramener les micro-organismes dans les sols, pour passer d'une agriculture conventionnelle qui tue les sols à une agroécologie où beaucoup de choses sont possibles. Voilà, bon, ça c'est la ferme du Bec et Loin. Du Bec et Loin. C'est une... La verte. La ferme ici, donc c'est une ferme en France, c'est en Normandie, c'est ça? Voilà, donc c'est une ferme qui travaille, enfin qui utilise la permaculture, qui donne des cours aussi pour former les futurs agriculteurs. Oui, tout à fait. Et donc ça expérimental. Du Bec et Loin. Expérimental, mais en même temps suivi par l'INRA en tant que projet pilote pour essayer d'évaluer la faisabilité économique de ces techniques et comment on peut les répliquer à plus grande échelle dans plusieurs endroits. Voilà. Oui. Les terrains agricoles deviennent stériles, on a une idée de reconquête par les micro-organismes. Il faut plusieurs années. Ça, je n'ai pas de chiffres en tête, mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'érosion, il faut faire en sorte que les nutriments soient suffisamment retenus jusqu'à ce que les micro-organismes se réimplantent et qui permettent de maintenir ces nutriments. Je n'ai pas de réponse plus précise. Oui ? Pour compléter la question et ta réaction, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi des techniques pour justement restaurer des sols qui associent en fait à l'instar de ce qui se fait dans les écosystèmes naturels, non seulement les micro-organismes, des bactéries, mais aussi des champignons, qui jouent un rôle fondamental, voilà. comme je l'ai annoncé un petit peu tout à l'heure aussi, dans l'écologie des sols. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple, les champignons sont capables de dépolluer des sols qui ont été souillés, par exemple, par du pétrole, notamment dans la plaine de la Crau. Vous savez peut-être qu'il y a un oléoduc qui a pété et qui a pollué toute la plaine de la Crau, et cette plaine a été entièrement nettoyée grâce à des champignons, à des pleurotes en l'occurrence. Et en fait, parce que c'était un traitement du coup qui était, on va dire, sans agents chimiques, ça a permis à la biologie des sols, et notamment à des bactéries, de venir recoloniser et de redévelopper un sol qui était fertile. Et donc là, à ce moment-là, on est dans des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes, qui sont de l'ordre de l'année, si mes échos sont bons, oui. Et où on est du coup complètement comparable, économiquement comparable aussi, à des traitements beaucoup plus lourds et beaucoup moins. Et en plus, on restaure le sol, oui, tout à fait. Oui, si on implante d'abord des champignons, ça va beaucoup plus vite. Je peux poser une question concernant les champignons? Oui. Madame, s'il vous plaît, pardon, je peux vous poser une question concernant les champignons? Oula, parce que sachant que les champignons captent beaucoup la pollution, est-ce qu'ils sont encore comestibles? Oui. Parce qu'en fait, ce sont des organismes qui sont capables de capter les hydrocarbures, mais qui sont capables de les casser en toutes petites chaînes, par exemple. Enfin, je ne parle pas de toutes les pollutions. Oui, pas toutes. Pas la radioactivité, par exemple. Pas les métaux lourds, mais par exemple les hydrocarbures, en l'occurrence, parce qu'on parlait d'hydrocarbures là. En fait, la capacité des champignons, la grande capacité des champignons, par leur métabolisme, c'est d'être capable de casser des très grandes chaînes de carbone, donc les hydrocarbures. Et donc, il les décompose en toutes petites molécules qui, elles, sont parfaitement non toxiques. Et les pleurotes de la Crau, la personne qui les a mis en place et qui a fait la culture disait qu'on pouvait même les manger. Et bon, voilà, évidemment, pour d'autres types de pollution, métaux et autres, là, non, ça marche. Mais au moins, ça les concentre. Ça permet de les récolter, de les récupérer et de s'en débarrasser de la pollution. Le chou-fleur également. Marée noire en Bretagne, On y pense. J'ai pas l'impression, parce que la Mucocadix, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années, l'Erica, pas mal aussi. Et ce que j'ai vu moi, c'est qu'ils prennent
le pétrole, ils le mettent dans des sacs en plastique et ils le mettent dans le champ de l'agriculteur du coin, ils se retrouvent remplis de sacs de plastique. Il y a des gens qui se battent, il y a notamment un Américain qui Voilà, s'appelle... Ah non, mais qu'il y ait des gens qui se battent, alors. Ils sont pas toujours écoutés et on fait pas toujours ce qu'ils disent, mais... En tout cas, c'est pas du tout la méthode qu'on emploie dans les grandes marées noires en France. Et en fait, donc, ça reste... C'est un Américain qui s'appelle Paul Stamets, Chloé, qui s'appelle plus docteur que moi, je sais pas. Paul Stamets qui, en fait, justement, a montré que certaines espèces de champignons, dont les pleurotes, étaient capables de ce métabolisme-là, et il se bat depuis des années, il crie aussi fort qu'il peut pour que, justement, ces techniques-là d'utilisation des champignons, par exemple pour les marées noires, soient utilisées sous forme de boudins, flottants, etc., pour pouvoir dépolluer le plus rapidement possible. Mais voilà. Oui, bon, c'est vrai que... Bon, oui, il n'est pas toujours écouté. Le dernier événement en date avec BP, on ne l'a pas écouté non plus. Bon, les bactéries aussi des océans sont capables de dégrader les hydrocarbures, mais je pense probablement beaucoup plus lentement que les champignons. D'ailleurs, cette activité bactérienne est un peu problématique chez tous on va dire, les grands exploitants pétroliers. Puisque quand ils forent ou quand ils font par exemple, ils vont récupérer du gaz de schiste, ils injectent notamment beaucoup d'antibiotiques, d'antimicrobiens dans le sous-sol pour être sûr que finalement les bactéries ne vont pas consommer le méthane, ne vont pas consommer le pétrole et qu'on ne perde pas en rendement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'antibiotiques dans le sous-sol et ça pose des problèmes puisque les bactéries environnementales finalement de l'environnement vont devenir résistantes à ces antibiotiques, vont garder ces gènes de résistance et vont se les transmettre. Et donc voilà, in fine, le problème pour nous, c'est qu'on se retrouve avec des pathogènes qui auront hérité de ces gènes de résistance et on aura du mal à se soigner. Typiquement, les antibiotiques, ça a quelle persistance dans l'environnement? C'est depuis combien de temps? C'est dégradé comment? Alors en termes de persistance, il faut savoir qu'un antibiotique, nous on le voit comme une molécule qui va tuer une bactérie, mais c'est une question de dosage en fait. À forte dose, ça tuera les bactéries, à des doses plus faibles, ça sera finalement un modulateur de l'activité des bactéries. Elles peut-être se reproduiront moins vite, mais finalement elles mettront en place des stratégies d'adaptation. C'est aussi des molécules signal qui disent, certains antibiotiques des antibiotiques sont synthétisés par des champignons. C'est aussi une manière pour le champignon de dire « je suis là ». Et les bactéries vont sentir qu'il y a certaines concentrations de ces molécules. C'est des signaux, c'est des façons de communiquer entre les différentes espèces et elles sauront « ok, là il y a déjà quelqu'un, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que les ressources finalement sont utilisées par cet organisme ». Donc, après le temps de rétention d'un antibiotique dans l'environnement, de manière naturelle, les antibiotiques ne sont jamais sécrétés de façon très très élevée telle que nous les utilisons. Forcément, la concentration sera plus élevée au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'organisme qu'il synthétise, mais ça a plus une visée pour signaliser qui est là et éventuellement, ça peut être une source de nourriture pour d'autres espèces qui sauront les dégrader. Voilà, je n'ai pas de réponse plus précise, mais quand on parle de biomimétisme, typiquement une molécule d'antibiotique, c'est multifonction. Ça a une fonction de signal, ça a une fonction bactériostatique, plein de choses. Voilà. Donc là, je passe de l'agroécologie aux questions de pollution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries s'occupent déjà de nos eaux usées. Finalement, les bacs de décantation où sont collectées toutes nos eaux sales, que ce soit les eaux domestiques ou les eaux usées industrielles, atterrissent dans des bassins où l'eau est mise en agitation, soit de façon aérobie, en présence d'oxygène, ou anaérobie, sans oxygène. Et beaucoup de bactéries ainsi que d'autres micro-organismes vont travailler à dégrader ces molécules, les hydrocarbures, des molécules complexes contenant du carbone et seront coupées en plus petites unités et éventuellement relargueront du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais disons que les bactéries travaillent déjà à nettoyer nos eaux usées. Et finalement, elles pourraient faire beaucoup mieux puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait créer de l'énergie grâce aux bactéries, ce qu'on appelle les piles à énergie. Donc ici, ça c'est un modèle expérimental. Pour l'instant, on ne sait pas générer du courant
de façon importante, c'est de l'ordre du milliwatt. Mais finalement, on pourrait utiliser ce système à beaucoup plus grande échelle et faire en sorte que pendant que les bactéries nettoient l'eau, elles utilisent les molécules qu'elles dégradent pour se nourrir et aussi pour générer de l'énergie. Donc ça permettrait éventuellement de faire tourner ces systèmes de nettoyage des eaux en complète autonomie en utilisant l'énergie générée. Et pour aller beaucoup plus loin, toujours dans la récupération, le traitement des déchets, les bactéries sont capables d'accumuler des métaux. Et donc ça, ce sont des projets qui ont déjà été lancés en France comme aux États-Unis, où on étudie la façon dont les micro-organismes à la fois concentrent des métaux qui ont une utilité particulière, notamment les terres rares qu'on utilise dans nos smartphones, dans les éoliennes, et qui commencent à devenir vraiment rares. Donc on utilise les bactéries pour concentrer ces métaux, mais aussi pour les récupérer au niveau des mines, puisque finalement ces éléments ne sont pas concentrés. Donc ça permet de réduire l'énergie utilisée pour obtenir les éléments d'intérêt. Voilà, et je termine presque avec un projet qui m'a occupé pendant 3 ans. Donc un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle CO2 Solstock. C'est un projet d'inspiration biomimétique, puisque la démarche était de se dire comment la nature fait pour stocker du carbone. L'idée, c'était de trouver une façon naturelle de piéger le CO2 de l'atmosphère. Et donc comment fait le vivant? Il y a plusieurs façons de le faire. Donc tout d'abord, il y a la photosynthèse. Et on s'est rendu compte aussi que le carbone sur Terre était stocké en très très grande quantité sous forme de calcaire. Et quels sont les organismes qui génèrent du calcaire? On a le plancton, les mollusques. C'est un petit peu difficile de travailler avec ce type d'organisme, mais on s'est rendu compte que les bactéries étaient tout à fait capables de transformer le CO2 de l'atmosphère en pierre finalement. Et donc elles sont capables de le faire toutes seules. C'est ce qu'on observe au niveau des stromatolites, les falaises d'Étretat aussi. Les bactéries ont grandement participé à la formation de ces falaises. Et elles sont capables de le faire aussi en symbiose avec des arbres et des champignons. Et donc ces 2 volets constituaient le projet CO2 Solstock. Les continuations de ce projet se passent au sein de l'association avec le projet Arbre Sauveur, que vous connaissez peut-être ou pas. Mais donc l'idée, c'est d'utiliser les compétences de ces bactéries, de ces arbres et de ces champignons à créer des dalles de calcaire dans le sol afin de à la fois stocker du carbone dans le sol de manière inorganique, en plus du carbone organique, et de ramener la fertilité dans les sols. Et donc c'est un projet qui est en place en ce moment à Haïti. Voilà, et donc là je fais une petite conclusion. Donc finalement, les sales bêtes, comme je le disais déjà, on leur doit beaucoup, on leur doit la vie. Et ce sont, je pense, nos grands alliés pour la transition de l'après-pétrole, pour des sociétés qui consomment les ressources de manière raisonnable et qui nettoient leur environnement. Voilà. Donc finalement, on a beaucoup de raisons de les apprécier. Il en existe des petites peluches d'ailleurs. Donc voilà, et Chéri Chacoli et moi-même vous remercions pour les considérations que vous avez portées au monde de la bactériologie. Et un tout grand merci. Et puis je réponds à vos questions sans problème. Merci. J'ai une question par rapport aux antibiotiques. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que ça ne devrait pas vraiment être un dernier recours en fait? Est-ce que c'est pas vraiment quelque chose qui justement bouleverse l'équilibre qu'on a en nous et sur nous? Oui, il y a plusieurs choses. Bon, il y a les personnes qui recommandent de ne pas du tout utiliser les antibiotiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Comme je disais tout à l'heure, bon, je ne suis pas médecin, hein, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de dosage. Donc si on identifie que votre maladie, c'est vraiment d'origine bactérienne et qu'il y a besoin de prendre des antibiotiques, il faut vraiment respecter le dosage. Si c'est 5 jours
qu'il faut prendre des antibiotiques, il ne faut pas arrêter avant. Il ne faut pas en prendre plus longtemps. Maintenant, on a souvent l'habitude aussi quand on est malade, qu'on va chez le médecin, on a envie d'avoir des médicaments. Il se trouve que des fois, ce qu'on a, c'est une infection virale qui peut éventuellement, parce qu'on est fébrile et affaibli, sur laquelle peut se rajouter une infection bactérienne. Alors là, il y a lieu de donner des antibiotiques, mais souvent, on donne des antibiotiques de manière préventive pour empêcher que ces bactéries arrivent sur les ganglions déjà bien douloureux. Et là c'est dommage, parce que bien souvent, on n'a pas besoin d'antibiotiques, on a juste besoin de paracétamol et de vitamine C à grande dose, et d'accepter que pendant quelques jours, on est moins fonctionnel que d'habitude. Donc c'est aussi une question de pratique. En France, on a vraiment l'habitude de donner beaucoup d'antibiotiques. En Allemagne, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Donc c'est aussi, je pense, culturel. Mais il faut vraiment, que ce soit les antibiotiques ou autre chose, des molécules à forte dose, il faut les considérer et les utiliser avec parcimonie, tout simplement. Oui. Est-ce qu'on a une estimation à peu près de notre connaissance actuelle du monde microbien? Parce que c'est quand même une sale bête, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça comme ça à la conférence, et qu'on a tendance à s'intéresser surtout à ce qui est visible et surtout à ce qui est mignon souvent. Et du coup, j'avais cru lire dans une publi qu'on en estimait qu'on n'en connaissait que 0,01%, donc 80 000, je ne connaissais rien en gros. Est-ce que ça correspond à la vérité? Je ne sais pas, je ne saurais pas donner de chiffres. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes qu'on a dans nos intestins, on ne sait pas les cultiver, puisqu'évidemment, dès qu'on les sort de leur environnement, on ne connaît pas les conditions qui leur permettent de survivre. Donc il y a beaucoup de micro-organismes, que ce soit en symbiose dans le corps humain ou d'autres endroits dans le sol. On n'est pas toujours capable de les amener jusqu'au laboratoire et de les faire survivre sur une boîte de pétri. Donc il y a déjà une partie des choses qu'on récupère dans le sol. Si on veut vraiment les cultiver, on en perd déjà une grande partie. Je ne sais pas quel pourcentage, mais bref, il y a plein de choses qu'on ne verra jamais, que peut-être on arrivera à découvrir grâce à la métagénomique, puisque là, on n'utilise pas l'étape de cultivation des micro-organismes, on va récupérer de l'ADN. Mais effectivement, on passe à côté de beaucoup d'organismes. Donc il faut toujours avoir en tête qu'on ne peut pas tout le temps tout cultiver. Donc on ne voit forcément pas tout. Salina a utilisé le mot de microbes. C'est des bactéries, les microbes, c'est différent? Dans microbes, je mets finalement toutes les sales bêtes que j'ai mis au début. Donc microbes, c'est synonyme de micro-organisme. Et micro-organisme, c'est tout ce qui nécessite d'être observé avec un microscope parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Alors évidemment, il y a les champignons, mais c'est la partie, c'est uniquement le fruit nous qu'on a l'habitude de voir, mais au niveau du mycélium et des spores, ça peut avoir des structures microscopiques. Les microbes, c'est pas un terme scientifique, c'est un terme de langage commun qui est un peu... Je ne sais pas si c'est vraiment un terme scientifique, mais en tous les cas, c'est une connotation assez négative. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, donc je ne saurais pas faire l'historique du terme, comment il est arrivé là, mais oui. Est-ce que tu as entendu parler d'objets, par exemple, de choses qui viennent un petit peu du design, qui commencent à intégrer des micro-organismes, tels que les bactéries, qui fournissent soit de la bioluminescence, soit d'autres services, de purification de l'air ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est une tendance qui a été observée quelque part ou pas encore vraiment? Pour les bactéries, je ne suis pas certaine. Alors effectivement, il y a les algues, les microalgues, qui sont intégrées dans pas mal de procédés, que ce soit pour synthétiser des polymères biosourcés, pour les fameux biofuels, les microalgues dans l'environnement urbain, dans les bâtiments, pour à la fois filtrer l'air, filtrer l'eau. C'est des choses qui sont en train de se développer. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour en discuter. Beaucoup de gens savent que dans la restauration des monuments historiques, ah oui, ok. Oui, j'y pensais pas. Des
des bactéries pour la classification de Oui. certains Oui, mouvements oui. qui ont été, Oui, alors donc il y a tout l'aspect biomatériaux. Donc quand je parlais du projet CO2 Solstock avec la formation de calcaire, donc on a à la fois des micro-organismes qui vont faire de la minéralisation, de la biominéralisation, tandis que d'autres vont dégrader les roches. C'est ce qui se passe à l'échelle planétaire finalement dans les cycles des éléments. On a soit la formation de roches ou leur altération qui vont permettre de faire défiler pas mal d'éléments qui nous sont utiles. Au niveau des monuments, c'est un équilibre finalement assez fragile entre les micro-organismes qui vont attaquer les roches pour se nourrir et ceux qu'on utilisera pour colmater finalement les brèches, pour reminéraliser finalement, combler les brèches. Donc c'est vrai, je ne pensais pas à ça, mais il y a tout un pan de restauration des monuments qui est utilisé, utiliser des biociments, ou par exemple des bâtiments qui se formeraient d'eux-mêmes, qui se colmateraient d'eux-mêmes, comment utiliser de manière intelligente des sortes de biociments qui contiendraient des bactéries et des sources de nutriments et qui permettraient de consolider la matière existante. Ça aussi, c'est un autre aspect auquel je n'ai pas pensé. Il va y avoir des barrages. Oui, c'est vrai que entre l'utilisation de micro-organismes, que ce soit des bactéries, des champignons, pour introduire ça dans l'environnement de tous les jours sous forme d'objets, d'emballage, c'est vrai que je pense que tout le monde n'est pas prêt à savoir qu'il y a de la matière vivante. Je ne pense pas à ça, je pense aux industriels. Moins de travail, forcément. À partir du moment où il y a une telle évolution. Moins de travail, je ne sais pas. Ça demande aussi une transformation de nos modèles, de toute notre façon de faire de l'industrie. Qu'est-ce qui aura de la valeur dans plusieurs années? Quels seront les nouveaux métiers? Quelles seront les industries qui devront disparaître? Voilà, on est dans une phase de transition où finalement, par le biais du biomimétisme et on peut tester pas mal de pistes. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que la vie venait en fait de bactéries. C'est-à-dire qu'elles ont transformé notre terre pour être viable pour... C'était pas leur but, mais dans un... Des fois, elles l'ont... disons que les cyanobactéries, elles ont eu un avantage à l'époque par rapport à tous les autres micro-organismes, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu de ressources. Et elles ont réussi, grâce à leur chloroplastes, à créer de l'énergie directement de la lumière. Donc ça, c'était une source d'énergie abondante. Donc elles avaient forcément un avantage par rapport aux autres espèces, puisqu'il n'y avait pas de limitation, pour trouver de l'énergie. Elles savaient récupérer le CO2 de l'atmosphère par le biais de l'énergie solaire, tandis que les autres devaient... récupérer de l'énergie sur les roches, justement. C'est des processus beaucoup plus lents, finalement, qui génèrent très peu d'énergie. Donc, au niveau rapidité de reproduction, elles ont eu un avantage. Donc, ça a commencé comme ça. Et finalement, les déchets de leur activité, c'était l'oxygène. Est-ce que ça veut dire que... actuellement, il y a des études pour savoir si, effectivement, la croissance démographique fait qu'on sera peut-être beaucoup trop... plusieurs centaines d'années, est-ce qu'on peut imaginer qu'en y injectant des bactéries, on pourrait coloniser toute la planète? Ça paraît simpliste, mais... Peut-être. En tous les cas, c'est vrai que les micro-organismes, les bactéries extrémophiles notamment, sont très utilisés dans un domaine qu'on appelle l'astrobiologie. Parce que finalement, en étudiant ces micro-organismes qui se retrouvent finalement dans les abysses ou dans des environnements pas du tout propices pour notre survie à nous, il se trouve que ce sont des environnements qu'on peut retrouver sur d'autres planètes. Donc on essaye de comprendre leur façon de vivre ou comment la vie a pu avoir lieu sur d'autres planètes, sur Mars, et à quoi s'attendre finalement quand on cherchera de la vie sur d'autres planètes. Donc il y a déjà cet aspect important. Juste pour compléter, je sais que les astrophysiciens, en tout cas, une des personnes qui a inventé la théorie de Gaïa, je ne sais pas si vous
êtes au courant, la théorie de Gaïa, donc la Terre James c'est un Lovelock organisme. et James Lovelock, oui. avec Au départ- Lynn Margulis aussi. voilà, Oui. avec Margulis. Au départ, travaillait pour la NASA. Voilà. La NASA voulait savoir comment reconnaître dans la signature atmosphérique des planètes hors Terre qu'il y avait la présence de vie sur ces planètes. Et c'est justement par la modification de l'atmosphère de ces planètes-là, due à la présence de vie, et surtout de la dynamique, c'est-à-dire l'atmosphère dynamique avec des compositions de gaz qui sont très très particulières et dues à la présence de vie. Et c'était le début de l'hypothèse Gaïa que s'est rendu compte qu'en observant simplement la composition atmosphérique des autres planètes, on pouvait avoir une indication assez claire s'il y avait de la vie ou non sur ces planètes-là. Et grâce aux bactéries, entre autres, à l'action des bactéries. Après la colonisation de nouveaux univers, de nouvelles planètes, je sais pas, oui, c'est une hypothèse qui me paraît plausible. On a observé s'il y avait des bactéries dans d'autres planètes ou, dans ce cas-là, il y aura des extraterrestres. Bah non, mais justement, est-ce que comme c'est un processus, à mon avis, qui prend des millions d'années, peut-être qu'on en est à la genèse de ce procédé. À la genèse ou peut-être à la fin, tout à la fin. Tout à la fin. Oui, je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire sur Mars en fonction de certains des échantillons de roches, de voir s'il n'y a pas finalement des signatures minérales qui ne ressemblent pas à des signatures sur Terre dont on sait que ces motifs-là sont dus à l'action de micro-organismes en fait. Oui. En parlant plutôt de biomimétisme, je change complètement de sujet par rapport à la vie extraterrestre. Je me sentais bien partie là, mais j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait, à titre collectif, tu en as un petit peu parlé dans le type de communication qu'il peut y avoir dans les bactéries, mais il y a aussi des comportements de stratégiques, de coopération notamment, et de juste équilibre entre coopération et compétition qui sont très spécifiques, même au niveau bactérien, notamment dans ces grandes colonies bactériennes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... Oui, ça aussi c'est un vaste champ. Je me suis demandé s'il fallait que j'en parle aussi, mais enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc ça c'est un domaine qu'on appelle un domaine assez émergent depuis qu'on a découvert finalement le biofilm, le domaine de la socio-microbiologie. Essayer d'étudier les comportements au sein de la communauté du biofilm. On a identifié pas mal de comportements intéressants, par exemple des tricheurs qui finalement se nourrissent sur le dos des autres. Donc ils ont un avantage, on va dire, par rapport à d'autres, puisqu'ils ne font pas autant d'efforts que les autres pour synthétiser des molécules qui permettent à chacun de communiquer, mais ils bénéficient de celles des autres. Je ne connais pas ça dans tous les détails, mais toujours est-il qu'il y a quand même des mécanismes de contrôle qui permettent de faire en sorte que ces communautés de tricheurs, au fur et à mesure que la bactérie tricheuse se multiplie et donc grandit en nombre, ne dépassent pas le nombre de la communauté totale, de telle sorte qu'on contrôle toujours le comportement de base. Pareil, les mécanismes de coopération-compétition, le fait de vivre en biofilm, ça permet aussi d'avoir des spécialités selon où on se trouve dans le biofilm, si on est plus en contact avec l'extérieur ou si on est plus à l'intérieur, des comportements éventuellement d'altruisme entre les organismes qui meurent et qui finalement fournissent de la matière première aux survivants, puisqu'évidemment tous leurs constituants seront recyclés, leurs membranes, c'est source de lipides, c'est source de phosphate, et ainsi de suite. Donc il y a un équilibre assez fin entre ces processus de coopération-compétition. Après, les notions de compétition dans l'environnement, de manière naturelle, tous les micro-organismes sont par définition dans des endroits où les ressources sont très faibles. Donc ils ne sont pas dans un mode de frénésie, d'activité folle où tout le monde se développe très très vite. Et justement, à ce propos, quand on cultive des micro-organismes en laboratoire, donc c'est une façon de les cultiver tout à fait déconnectée de la réalité, où finalement on les met dans une flasque, on leur donne une source de carbone, on va dire du glucose. Donc elles se nourrissent de cette source à profusion. Donc on peut imaginer une courbe de croissance où le nombre de bactéries augmente en nombre, et puis au fur et à mesure que le glucose est consommé, il y en a de moins en moins, et on arrive à un niveau de plateau de croissance, et finalement on commence à voir un déclin.
Donc c'est des phases de déclin et de recroissance qui se suivent entre la mort de certains qui permettent la survie d'autres, mais au bout d'un moment, effectivement, quand il n'y a plus du tout de ressources, toute la population est décimée et tout le monde meurt. Et en fait, on se trouve que ces courbes de croissance, on peut très bien dessus y calquer la courbe de le pétrole, le pic du pétrole, d'autres types de ressources qui sont finalement finies. Ce que je veux dire par là, c'est quand on se retrouve dans un environnement où on a une ressource qui est disponible en abondance et relativement facilement, on a tendance à l'utiliser par facilité. Mais bon voilà, ce que nous disent les bactéries, c'est que dans ces conditions, ça ne peut pas durer éternellement et que si on ne passe pas sur une autre façon de générer de l'énergie pour survivre, on s'effondre. Donc voilà, ça aussi c'est un aspect intéressant de la microbiologie, de la bactériologie et de ce qu'on pourrait en faire par une approche biomimétique et des messages qu'on pourrait faire passer. Et toujours dans le biomimétisme, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'on pouvait prédire des comportements, je ne sais plus si c'était des champignons ou des bactéries qui avaient été utilisés, tu sais, pour faire de la modélisation de réseaux de transport. Oui, ça c'est des champignons et des... Ouais. Bon, bah alors ça, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est ça comme exemple? C'est on prend par exemple la carte de Tokyo, on met du Japon, oui, voilà. On met de la nourriture au niveau des différentes villes, et puis on fait pousser une certaine espèce de champignon, et on voit la façon dont le champignon s'organise pour pouvoir récupérer la nourriture de façon la plus efficiente possible. Et on s'est rendu compte que finalement, les connexions, les ramifications que le champignon avait établies et gardées au fil du temps, ça correspondait au réseau ferroviaire et routier du Japon. Donc, voilà. Et on peut faire ça pour pas mal d'autres endroits où finalement, on se rend compte qu'il y a des endroits obligés pour se faire communiquer différentes villes entre elles et donc acheminer des ressources, des personnes et ainsi de suite. C'est des histoires de modélisation en fait.